Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de nous retrouver sur le plateau de Sagesse bouddhiste. C'est avec un très grand bonheur que nous accueillons ce dimanche Dzogchen Ponlop Rinpoche, un maître bouddhiste tibétain qui vit aujourd'hui aux États-Unis, pour évoquer son approche vers une pratique moderne du bouddhisme. L'une des clés, selon lui, est d'entamer un travail sur le non-soi. Alors pourquoi est-ce si important? Quelles sont les méthodes concrètement pour y accéder? Quel rôle joue dans ce contexte la discipline et la méditation? Et en quoi cela peut-il s'apparenter à une démarche scientifique? Nous retrouvons pour en parler Dzogchen Ponlop Rinpoche. Rinpoche, bonjour. Thank you for having me here. Vous êtes né au Sikkim, en Inde. Vous avez étudié le bouddhisme indien et tibétain auprès des plus grands maîtres et vous vivez aujourd'hui aux États-Unis où vous avez créé un centre à Seattle, le Center for American Buddhism, et vous venez de publier Bouddha rebelle aux éditions Belfond. Alors, j'ai été très intriguée par ce titre. Qu'entendez-vous par Bouddha rebelle? Expliquez-nous ce concept, Rinpoche. Eh bien, le Bouddha rebelle, c'est une exploration. Comment est-ce que nous pouvons devenir libres? Et quelle est la méthode qui peut nous amener à une liberté authentique qui nous sorte de notre confusion, de notre souffrance et de toute la saisie que nous pouvons avoir de l'ego? Et de ce fait, ce titre de Bouddha rebelle est en fait inspiré par la vie même du Bouddha, le Bouddha Siddhartha. Et si vous regardez la vie du Bouddha, vous verrez que son départ du palais où il vivait, de son statut de prince couronné qu'il a laissé, eh bien, il y a une forme de rébellion qui est présente là. Et cet élément de cœur rebelle est vraiment le signe d'une révolution intérieure. Et plus tard, il a ensuite à nouveau quitté la pratique religieuse de l'ascétisme, qui est une autre forme de rébellion, mais à nouveau, il est question de révolution intérieure. Rien à voir avec l'extérieur. Alors, Dzogchen Ponlop Rinpoche, on a le sentiment que ce livre a des accents très autobiographiques. Quelles ont été vos expériences rebelles, à vous? On imagine que ça vous est arrivé. Eh bien, lorsque j'ai reçu mon éducation monastique, j'ai étudié le bouddhisme depuis un très jeune âge. Et puis ensuite, aux alentours de 1978, j'avais beaucoup de plaisir à suivre les enseignements profonds et à faire les pratiques de sagesse et de méditation. Et en même temps, j'ai une expérience d'une sorte de forme de rébellion qui se manifestait. Je me questionnais, je remettais en question et je ressentais un certain élément d'insatisfaction par rapport aux valeurs établies de la culture religieuse et des traditions religieuses. Donc ça a été source de nombreuses questions pour moi. Et c'était un véritable défi et en même temps, ça me procurait une grande joie car j'étais dans une investigation, un processus d'investigation, d'exploration, de remise en question qui m'ont mené finalement à beaucoup plus explorer encore ce que pouvaient être les dimensions culturelles et la dimension authentique et de faire la différence entre les deux. Et ça a vraiment fait partie de mon cheminement. Alors, vous donnez le ton dès le début de votre livre en nous expliquant en fait que pour arriver à se libérer des illusions, il faut observer les drames de notre vie, non pas avec nos yeux ordinaires, mais avec les yeux du Dharma. Qu'est-ce que vous entendez par là, Rinpoche? Usually we live in this illusion of drama. Souvent, nous vivons dans l'illusion d'un drame. Et ce drame, c'est l'illusion de la vie. Il y a beaucoup de confusion dont nous faisons l'expérience dans notre vie quotidienne, mais si nous pouvons observer notre vie avec le regard du Dharma, ce que je veux dire par là, c'est un regard de sagesse, un regard de bonté, de compassion, alors nous pouvons véritablement voir qui nous sommes et de quoi il est question dans cette vie et quel en est le sens, quel en est l'objectif. Comment est-ce que nous pouvons vraiment donner du sens véritablement et donner un objectif à notre vie de façon à ce qu'elle soit bénéfique?
Alors, vous proposez différentes clés pour tenter d'y arriver. Et l'une des principales, c'est de déconstruire ce que vous appelez le soi. Alors, commençons par définir ce qu'est le non-soi Rinpoche. Le non-soi et la vacuité sont des concepts très intéressants. L'idée de vacuité est très souvent mal comprise. Très souvent, nous pensons que la vacuité, ça signifie une sorte de grand vide, comme une tasse vide ou un portefeuille vide. Mais le véritable sens de la vacuité dans les enseignements bouddhistes ne consiste pas en cela seulement, ça n'est pas cela. En fait, il y a vraiment un sentiment de plénitude qui est présent et d'espace, quelque chose d'ouvert, de spacieux et de complet. Et donc, il y a une sorte d'étincelle de joie qui en émerge et de liberté en même temps dont on peut faire l'expérience et qui est présent dans le ressenti de la vacuité. De ce fait, nous sommes en général liés comme si nous étions enchaînés ou ligotés avec une corde. Lorsque nous arrivons à nous en libérer, à nous libérer de ce lien, alors nous pouvons sentir l'ouverture, l'espace et une étincelle de joie. Eh bien, c'est ce type de sentiment dont il est question, et c'est cela que l'on veut dire par le terme de vacuité. Mais donc, la vacuité serait l'équivalent du non-soi, c'est le même terme? Oui, un aspect de la vacuité concerne le non-soi. Mais en général, nous sommes tellement focalisés sur nous-mêmes et sur la notion de qui nous sommes, de notre identité. Cette notion de notre identité n'est jamais remise en question et nous prenons cela comme un acquis, ou en tout cas sous une base de foi aveugle. Nous pensons que nous sommes ceci ou cela et nous développons toutes sortes de présentations d'identité. Et toute la souffrance provient de cela. Et lorsque nous remettons vraiment en question qui nous sommes et ce que nous sommes, au-delà des normes habituelles de la société ou du statu quo de notre culture, alors à ce moment-là, on commence vraiment à déconstruire cette foi aveugle de l'existence du soi. Alors justement, vous parlez de déconstruction. Concrètement, comment est-ce que l'on fait pour y arriver? Je crois qu'il y a une méthode de méditation analytique qui peut nous aider. C'est vrai. La déconstruction du soi commence en fait dès que nous commençons à regarder qui nous sommes vraiment et ce que nous sommes vraiment. Et lorsque nous commençons à remettre en question la notion du soi, cette idée même du soi, de l'existence du soi, qui a été notre norme jusqu'à présent, le statu quo dans lequel nous nous sommes trouvés. Lorsque l'on commence à remettre cela en question et à procéder à l'exploration, c'est déjà une déconstruction, car ça s'effrite, ça s'effondre naturellement, comme un biscuit qui s'effrite. Et de ce fait, pour vraiment arriver à la déconstruction du soi, il nous faut nous appuyer sur la méditation, et en particulier sur l'aspect de la méditation analytique, car la méditation analytique est une forme de méditation qui implique une contemplation plus profonde, une forme d'analyse plus profonde de cette idée, de cette notion du soi, ou de moi, ou de je. Oui, parce qu'en fait, ce que vous dites dans votre livre également, c'est que cette notion de jeu qui est liée à l'incertitude, à la peur, c'est un sentiment en fait qui renaît sans cesse. Oui. L'idée de qui nous sommes, l'idée du je ou de moi, ce que nous croyons être ce moi aujourd'hui, ça va changer le mois prochain, ou l'année prochaine, ou dans quelques années. Ce que nous croyons aujourd'hui comme étant véritablement qui je suis, ça commence à changer. Donc, en fait, l'idée du soi ou de ce que nous croyons être maintenant n'est pas aussi solide ou ultime, aussi réel, on peut dire, que nous croyons que ça l'est.
Et donc, par exemple, je pense que je parle toujours de la mode que je prends en exemple. C'est un très bon exemple, car aujourd'hui, nous pensons que le rose est vraiment super. Et lorsque je porte du rose, je peux rayonner, et je ressens vraiment qui je suis, et mon moi peut rayonner. Mais la saison d'après, peut-être est-ce que le bleu va être la nouvelle couleur, et alors le rose est vraiment moche. Et là, on se dit, ah non, ça ne me va pas, ce n'est pas pour moi. Et cela change. Ça n'est pas quelque chose d'aussi solide et de réel de ce que nous croyons être si l'on n'analyse pas cet aspect. Alors, en vous écoutant, on a vraiment le sentiment que vous abordez le bouddhisme comme un scientifique. Est-ce que je me trompe? Oui, je comprends que le bouddhisme, c'est une science de l'esprit et une philosophie, un style de vie authentique. Ça nous montre comment nous pouvons vivre notre vie pleinement avec ce cœur de compassion, d'amour, de bienveillance. Donc, de ce fait, je pense que ce que représente le bouddhisme, pour moi, c'est vraiment une science de l'esprit authentique et une véritable façon de vie, un mode de vie. Alors, Rinpoche, pour terminer cette émission, j'aimerais que vous nous disiez comment vous envisagez le Bouddha s'il devait vivre aujourd'hui. Je crois que c'est une question très difficile pour moi d'imaginer à quoi ressemblerait le Bouddha aujourd'hui. Mais si l'on regarde en arrière et que l'on observe sa vie, on peut voir qu'il a vécu sa vie de façon très humble, comme un être humain très humble, plein de sagesse, plein d'amour, et un grand sens de se soucier de tous ceux qui se trouvaient autour de lui. Et je pense qu'il déploierait les mêmes qualités maintenant de nos jours. Peut-être qu'il s'habillerait autrement, son apparence serait différente, sa vie, il mènerait sa vie différemment. Peut-être qu'il serait même à Paris ou en Californie. Je ne serais pas surpris d'ailleurs de le voir sur une Harley Davidson, par exemple. Et est-ce qu'on peut juste dire un mot, parce que vous militez beaucoup en ce sens, de l'adaptation du bouddhisme en Occident? Parce que bien évidemment, on ne pratique plus aujourd'hui le bouddhisme comme on le pratiquait il y a 2500 ans, à l'époque du Bouddha. Quels sont les changements fondamentaux à opérer selon vous, Rinpoche? Je pense qu'il est nécessaire que nous mettions à nu tout l'aspect culturel et que nous voyions ce qui est de l'ordre de la culture, de la tradition, ce qui correspond à des normes et ce qui est la véritable sagesse qui est présente. Quel est le véritable message du Bouddha et le véritable cœur de compassion qu'a enseigné le Bouddha, et comment est-ce qu'on peut extraire cela de tous ces pièges culturels, si l'on peut dire, et ainsi l'intégrer dans notre propre vie au XXIe siècle, dans le monde du XXIe siècle. Et je pense que cela, c'est un défi et ça n'est pas un boulot facile. Et je pense que si on se précipite pour le faire, on peut se débarrasser de choses qui sont essentielles ou on peut passer à côté d'autres choses, passer à côté de points cruciaux. Donc, je dis toujours que cela doit se faire avec un grand soin et beaucoup de précision. Donc, pour moi, ce qui me semble plus important, c'est vraiment de faire la distinction entre l'aspect culturel et l'aspect de la véritable sagesse et de la véritable compassion. En fait, de distinguer le message du Bouddha. Merci beaucoup, Rinpoche, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup et je suis si heureux d'avoir été avec vous aujourd'hui à Paris. C'est la fin de notre émission. Vous pouvez la revoir pendant toute une semaine sur le site internet de France 2 en consultant plus.fr-France 2. Merci à tous de votre fidélité. Je vous souhaite une très, très belle journée.